Bonjour et merci infiniment de vous retrouver encore en ce jour pour l'entretien hebdomadaire sur l'état santé. Rencontre et un nouveau numéro, cette émission consacrée au décryptage de l'actualité des faits de société de chez nous et d'ailleurs. Vous le savez, notre pays est en plein processus de dialogue et cette semaine qui s'achève a été marquée par cette réunion de la CEDEAO Lomé. Et l'un des points forts de cette rencontre, c'est la situation sur la question politique chez nous au Togo. La CEDEAO qui a donc sorti un communiqué final comptant quelques 17 points sur la marche à suivre pour que ce dialogue puisse aboutir, que bien les protagonistes de la crise puissent s'entendre et trouver une issue à cette crise qui n'a que trop duré. On parle de la feuille de route et pour en discuter, faire le décryptage de ces 17 points qui ont été proposés par la médiation, je reçois pour vous M. Pierre Nkurukiyi. Il est donc un responsable du Centre pour le dialogue humanitaire. Monsieur, vous avez accepté de discuter avec nous justement. Vous êtes représentant spécial de votre centre pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Merci de accepter notre invitation. Merci, c'est Freddy Nkulikié. Ok. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir naturellement de pouvoir échanger. Je suis le représentant spécial du Centre pour le dialogue humanitaire. C'est une fondation suisse basée à Genève et qui, sur l'Afrique notamment, suit les processus de médiation s'il n'est pas lui-même directement engagé dans plusieurs pays, à partir du Sénégal jusqu'à la République centrafricaine et au Burundi. Donc, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons énormément depuis une vingtaine d'années. Le Togo, aujourd'hui, comme vous le disiez, est en plein processus de dialogue. Mais je pense qu'un des points qu'il faut souligner, c'est que la gestion d'un pays, la gestion d'une société humaine est en réalité un exercice continu de dialogue permanent. C'est ça. Alors concrètement, comment cela se passe dans votre centre? Vous accompagnez le processus, vous intervenez directement ou bien vous incitez les acteurs à se retrouver en s'entendant sur les points litigieux? Alors, le centre n'est pas lui-même impliqué dans ce qui se passe au Togo, parce que vous savez qu'il y a deux facilitateurs mandatés par la CEDEAO. D'ailleurs, que le sommet, ce n'était pas une simple réunion, c'était un sommet de chefs d'État. Il a demandé aux facilitateurs d'accompagner la mise en œuvre des recommandations, des décisions prises. Et donc, à partir de ce moment, si le centre est sollicité, c'est naturellement d'accompagner les acteurs à pouvoir arriver à des compromis acceptables par toutes les parties. C'est là où nous intervenons. Comme en République centrafricaine, comme au Mali, au Niger, au Burkina, sur des questions davantage, disons, locales, parce qu'il y a des déclinaisons des conflits. Nous avons des conflits de nature communautaire, où nous intervenons souvent, notamment sur la grave question de la transhumance qui se pose dans les pays de la sous-région. Donc nous avons, selon les types de conflits sur lesquels notre expertise est sollicitée, nous essayons d'approcher les acteurs et surtout d'investir sur les mécanismes locaux. Parce qu'un conflit naît, émerge, se développe dans un contexte culturel bien déterminé, où les acteurs ont un certain nombre de codes qu'ils suivent. Si vous voulez les aider à réellement trouver une solution qui soit durable, acceptable par toutes les parties, il ne faut pas s'éloigner de leur contexte de base. C'est ça, la réalité socio-culturelle, socio-politique du pays. Et elle compte énormément. Je donne toujours un certain nombre d'exemples que l'on voit autour de nous. Il y a justement ces ressorts culturels qui, à un moment, peuvent vous aider à avancer de manière absolument authentique d'une part, mais aussi de manière durable d'autre part, vers une solution que toutes les parties acceptent parce qu'elles se reconnaissent dans la démarche. Restons encore dans la généralité introductive. Alors dites-moi, comment ça se passe concrètement et quand on parle de médiation, jusqu'à quel degré de la crise il est possible donc de faire appel à une médiation externe plutôt que d'encourager la médiation interne, en tout cas le dialogue inter qui peut se dérouler entre les protagonistes directement? Non, en réalité, c'est davantage les protagonistes qui font appel à un facilitateur qui peut maintenant évoluer en médiateur. Ça dépend. Donc, il y a une nuance, n'est-ce pas? Ça dépend toujours des mots. Des fois, nous avons celui qui facilite le contact parce que les parties ne se parlent pas encore, mais souhaitent naturellement échanger des messages pour arriver à une solution.
Donc, à partir de ce moment, il faut quelqu'un qui facilite ce contact. C'est cela. On peut aller plus loin dans une médiation. Non seulement on facilite les messages, mais on essaie aussi de mettre ensemble les parties pour les aider à avoir une solution. Alors là, on peut intervenir de manière plus ou moins importante dans la recherche de la solution. Donc, chaque niveau correspond à quelque chose. Sans forcément rien imposer aux acteurs, aux protagonistes. Alors, ne vous l'aurez pas. Si vous êtes dans une situation où vous voulez faire de la médiation, il ne faut surtout pas imposer quoi que ce soit aux parties. Ce que l'on peut faire, c'est de les encourager à remarquer que l'une ou l'autre option qu'ils voudraient prendre va mener à l'une ou l'autre situation. Comme ça, ils évaluent, les parties évaluent elles-mêmes le danger qu'ils courent en prenant cette voie-ci ou cette voie-là, et arrivent maintenant chacun à mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin, pour qu'on ait une situation mutuellement gagnante. Le danger que l'on a dans tout processus de discussion, de négociation, de dialogue, appelez-le comme vous voulez, mais qui doit arriver en compromis, en accord, c'est lorsque l'une des parties sent qu'elle a trop perdu ou que l'autre sent qu'elle a trop gagné. Alors le déséquilibre même dans l'accord peut en réalité être le terreau d'un nouveau conflit, d'une nouvelle crise. Il faut que chaque processus que l'on engage pour amener les parties, les protagonistes à un compromis acceptable, il faut veiller à l'équilibre, que chacun sente que finalement j'ai donné quelque chose, mais c'est pour avoir l'essentiel de ce que je cherchais. C'est cela. Je n'ai pas 100% de ce que je cherchais. Pas forcément de vainqueur ou de vaincu dans un dialogue. Alors là, vous parlez de guerre. C'est dans une guerre qu'on a un vainqueur ou un vaincu. Une négociation, c'est un exercice gagnant-gagnant. Si nous sommes deux parties en conflit, vous serez à l'aise si l'essentiel de ce que vous cherchiez, vous l'avez obtenu. Parce que vous placez la barre trop haut pour pouvoir négocier quelque chose. C'est ça. Mais lorsque nous discutons, moi aussi, j'ai des besoins. Donc vous n'allez pas vous contenter. Absolument. Ça, c'est un exercice de médiation. Mais vous pouvez vous rendre compte que si vous gagnez 100%, probablement, moi, je n'ai rien gagné. Alors, ça, c'est le jeu en négociation, le jeu à somme nulle. Ça ne nous mène nulle part. Parce que vous avez trop gagné, moi, je vais essayer à un moment de rebondir pour récupérer ce que je pensais pouvoir obtenir de vous. Donc, c'est pour ça que je dis, dans chaque processus pareil, il ne faut surtout pas y aller en termes de vainqueur et de vaincu. C'est en termes de gagnant-gagnant. J'obtiens quelque chose, vous obtenez quelque chose, et nous pouvons cheminer ensemble. C'est ça. Merci, Monsieur Freddy Nkolo-Kiyik, qui est donc le représentant pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le dialogue humanitaire. Prenons maintenant le cas du Togo. Vous avez sûrement assisté à tout ce processus dès le début jusqu'alors, depuis donc le déclenchement de cette crise sociopolitique qui a connu un nouveau pic l'année dernière. Et donc, pensez-vous que notre crise est si grave qu'il faille absolument faire appel à une médiation? Vous l'avez dit que c'est les protagonistes qui font appel, justement. Bon, la première chose, je suis à l'exercice de dialogue politique au Togo depuis 2006. Depuis le premier dialogue que j'ai observé le 5 avril 2006, qui a donné le 20 août 2006 à la signature de l'APG, qui à Lomé, qui 48 heures auparavant avait été paraphé à Ouagadougou. Donc je pense, si on série les choses, la première chose, ne soyez pas étonnés que le dialogue continue. Probablement pour certains ça dure longtemps, mais c'est mieux que de faire parler les armes ou les machettes. Tant que le dialogue, il y a un espace de dialogue ouvert, il faut absolument l'entretenir et continuer à dialoguer. La deuxième chose, à partir du moment les facilitateurs ne se sont pas invités dans la question togolaise, c'est qu'à des moments, les partis ont accepté que les facilitateurs les aident, au moins à arrondir les angles, à gérer les incompréhensions, et puis à obtenir un compromis qui, naturellement, chacun voudrait qu'il soit meilleur que les compromis précédents. Donc ça, je pense que ce n'est pas question de savoir si un facilitateur était nécessaire ou pas, c'est la question de savoir la bonne volonté qui anime les partis pour dire en faisant recours à ces facilitateurs, c'est pour que nous gagnions en qualité dans notre processus de dialogue. Oui, et la crise
vous avez dit que c'est depuis 2006 que vous suivez un peu ce processus de dialogue. Alors concrètement, où en sommes-nous? Est-ce que c'est le dernier, en tout cas ce qui s'est passé la dernière fois, cette feuille de route, aurait-elle suffi à calmer les ardeurs, à pacifier Bon, écoutez, je dois préciser que ce à quoi j'observe depuis 2006 résulte notamment, je pense, d'un précédent compromis qui avait les 22 engagements qu'avait pris le gouvernement précédent. La deuxième chose, en réalité, les chefs d'État, les deux facilitateurs, le président du Ghana et le président de Guinée, ont rendu compte de leur mission de facilitation à leur père. Oui. Et des discussions, il est ressorti un certain nombre de points qu'ils estiment être cela qu'il faut au moins dans un premier temps suivre pour essayer de résoudre les problèmes qui étaient posés. Et puis vous savez, il y a deux approches. La première approche peut dire je n'avance pas, je ne suis pas satisfait si je n'ai pas 100% de ce que je cherchais. Donc si vous avez 10 points, il y en a qui disent si on n'a pas traité les 10 points, ça ne marche pas. Ça veut dire on s'arrête au 8e point. Pour atteindre le 10e, on peut passer 20 ans. Il y a la deuxième approche qui dit chaque point sur lequel j'ai un compromis, je le préserve. C'est un acquis. C'est un acquis, je mets en œuvre cela. Alors, je pense qu'en réalité, quand je lis la manière, les postures des uns et des autres, il y a un peu des deux. Il y en a qui disent nous ne serons satisfaits que si nous avons tous nos points. Il y en a d'autres qui disent non, nous avons déjà eu quelque chose, essayons de le mettre en œuvre, de le matérialiser. Et je pense que quelque part, les facilitateurs ont essayé de prendre cette deuxième approche. Parce que quand je lis certaines des recommandations, ça fait partie de certains compromis qui avaient déjà été obtenus. Depuis d'ailleurs, pour certains, on le sentait depuis 5 ans. Sur la question du mandat, du mode de scrutin, on sentait ça en l'air depuis 5 ans. Depuis au moins les élections législatives de 2013. Donc aujourd'hui, je pense qu'à un moment, les facilitateurs se sont dit, mettons en œuvre ce que vous avez déjà convenu. Ça a un avantage quelque part. L'avantage est de dire, si vous mettez en œuvre ce que vous avez convenu vous-même, ça participe quelque part à recréer cette confiance nécessaire pour continuer à cheminer sur les points ultérieurs. Donc, ce n'est pas une fin en soi, ce que l'on a obtenu. Comme je vous le disais, gérer une société humaine, qui plus est en état, c'est un exercice de dialogue permanent, de compromis dynamique. Et je pense que si les points qui figurent dans le communiqué lu à la fin du sommet, si ce qui a été convenu est mis en œuvre de manière diligente et judicieuse, c'est une raison de satisfaction pour les acteurs politiques et sociaux du Togo. Je suis sûr que vous avez eu de retours, de feedback de la part des deux protagonistes par rapport au communiqué final et à son contenu. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus ou moins satisfaits ou bien que ça réponde à leurs préoccupations? Quand on prend par exemple la C14, il y a certaines revendications, le retour à la pension de 92, il y a cette question d'une éventuelle candidature de FOAC en 2020. Mais quand on lit le communiqué, on ne sent pas cela. Est-ce que vous pensez que cela peut... Oui. Vous revenez à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Vous donnez une mission facilitateur. Ils viennent vous voir 2 ou 3 fois. Vous obtenez des compromis sur certains points. Sur d'autres, le compromis n'est pas trouvé. Ou vous estimez que ce qui vous est proposé ne vous sied pas. Qu'est-ce que le facilitateur fait? Il vous aide à mettre en œuvre d'abord ce sur quoi vous vous êtes convenu. Je pense que c'est la partie la plus facile. Parce que ce qui fait blocage, c'est probablement aussi un problème de confiance entre les parties. Et un des points qui est important dans les négociations maintenant qui concernent un pays, c'est toujours assez difficile, voire périlleux pour un processus, de trop personnaliser le débat. Vous pouvez crisper une partie. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels il faut vraiment faire très attention. Et je pense que aussi l'inclinaison positive du dialogue, du compromis de chacune des parties, vous pouvez vous rendre compte qu'à un moment, si on se dit on met en œuvre un certain nombre de choses, après nous commençons à dire mais finalement,
il n'était pas aussi mauvais, il n'était pas aussi méchant que ça. Donc, ok, tout doucement, vous mettez cela en œuvre. Vous savez, lorsque les négociations en Afrique du Sud commençaient, entre Mandela en prison et le régime de Frédéric de Klerk, il a fait 6 mois, pendant qu'il était en prison, à négocier de manière secrète avec le régime de l'apartheid. Vous vous rappellerez qu'à un moment, on a allégé ces conditions de détention. Oui. Mais en réalité, c'était pour faciliter son travail. Donc, il y a des moments où l'on ne voit que le résultat. Le résultat, c'était quoi? La chute de l'apartheid, la libération de Mandela et autres. Avant ça, il y avait un travail préalable qui a été fait. Mais absolument. Il y a un dialogue dans les couloirs, dans les coulisses. Dans les coulisses. Et c'est ça qui permet de créer la confiance. Entre, ok, c'est une petite chose, on le fait. Ça marche? Ok, on peut avancer. Donc, c'est petit à petit que l'on peut obtenir des résultats qui satisfassent tout le monde. Le plus grand danger dans un processus, c'est de jouer à se faire peur, c'est de penser qu'on peut tout avoir, tout prendre à l'autre et le laisser dans le néant. La réaction naturelle, ça a été de se préserver au maximum. Donc vous n'aurez rien, sinon probablement que la confrontation. Et c'est cela qu'il faut éviter si pour autant que l'on est dans un processus de dialogue. Le dialogue le dit, ça veut dire c'est 2 parties. Sinon, vous parlez seul, ou je parle seul. Donc c'est cette dynamique-là qu'il faut encourager. La troisième chose, à un moment, on a remarqué que pour certains acteurs, parler ouvertement au gouvernement du Togo, c'est comme si on a trahi sa base. Ça, c'est un point qui interroge beaucoup. Et moi, je souhaiterais, le plus grand souhait que l'on puisse avoir, c'est qu'on puisse passer le message à tout le monde. Le message d'humilité, le message de compréhension et d'ouverture. Et comprendre que cela que vous voulez éviter, c'est avec cela demain que vous devrez tout de même construire le pays. Donc qu'il n'y ait de part et d'autre aucun complexe à pouvoir parler aux partenaires. Parce que vous savez que de toutes les manières, lorsque les lampions de la facilitation auront été éteintes, c'est à vous qu'il reviendra de construire, de consolider et de faire prospérer le Togo. À personne d'autre. Donc je pense qu'à ce moment, c'est absolument encourager toutes les parties à dire tous les créneaux de discussion que vous pouvez avoir, il faut les exploiter au maximum et de la manière la plus positive. Et je pense qu'à cela, c'est un travail continu que les amis du Togo et des Togolais doivent poursuivre. C'est cela. Mais seulement, il y a un climat de méfiance. Comment peut-on faire pour influer peut-être ou impacter sur la décision de l'autre ou bien sa volonté de faire ci ou de ça? Vous parlez de discussions de coulisses, n'est-ce pas? Est-ce qu'il revient peut-être à la médiation d'influencer une tendance vers ce qu'on aurait souhaité pour l'apaisement? La médiation peut aider. Les Togolais aussi peuvent aider. Dans nos sociétés africaines, on a des sages qui peuvent à un moment faire ce travail-là. Les gens se rencontrent malgré leurs différences, leurs divergences et tout ce qui peut les opposer. Les gens se rencontrent aussi en multiples occasions. C'est toujours des occasions de serrer la main de l'autre, de lui demander de ses nouvelles. Vous savez, lorsque j'étais dans une négociation, elle n'est pas encore finie, je n'en parle pas davantage, et le chef d'une partie adverse qui avait accepté d'entrer en discussion. On a fait 3 semaines sans que rien ne se passe entre les 2 parties parce que un des protagonistes avait eu un décès dans sa famille. Lorsque les discussions ont repris, l'autre partie, lorsqu'ils se sont rencontrés, la première chose qu'ils ont faite, ça a été, à la surprise de la famille éplorée, ça a été de demander une prière pour l'autre. C'est un geste qui peut vous paraître anodin. Mais ce geste significatif a permis à ce que les autres se disent, tiens, donc ils peuvent compatir à notre malheur. Et à partir de ce moment, ça n'a pas que ça a tout résolu. Oui.
mais ça permet juste de dire, ah, l'autre peut souffrir comme je souffre. L'autre a le cœur comme je l'ai. Il faut humaniser l'autre en face. Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires politiques. Vous n'êtes pas des ennemis. Donc c'est pour ça que à chaque moment qu'on peut le faire, il faut faire appel à ce sursaut d'humanité et se dire qu'en face, on peut ressentir la même chose. Et en peu de mots, c'est faire l'exercice de se mettre une seconde à la place de l'autre pour voir comment il peut vivre la même situation. Ça peut faire avancer le processus. Ce n'est pas automatique. Ce sont des hommes qui discutent, qui dialoguent. Ça prend le temps que ça prend. Mais chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, un espace de dialogue qui est ouvert, il faut l'entretenir et le maintenir. Avec une bonne dose de volonté, politique surtout, pour faire avancer les choses. Ce qu'on ne remarque pas forcément les protagonistes de la crise togolaise. Ne parlez pas de volonté politique seule. Parlez de volonté tout court. C'est d'abord la volonté de dire, ah tiens, il y a un problème, il faut qu'on en parle. Oui, puisque s'il y avait cette volonté, peut-être qu'on n'en serait pas à ce dialogue aujourd'hui, depuis 2006 que vous suivez le processus. Non, je vous ai dit encore une fois, ne vous étonnez pas de la longueur du processus. La Colombie a négocié 52 ans pour arriver à ce que les FARC entrent dans le système de... Donc ce n'est pas tant la durée que la substance et la manière dont les protagonistes veulent arriver à des solutions durables. Vous savez, et pendant ce temps, il y a un problème de malgouvernance qui se pose, n'est-ce pas? Non, la malgouvernance, c'est quoi pour vous? Tant que vous êtes ensemble pour gérer ce processus, c'est où la malgouvernance? C'est que chaque jour qui se lève vous permet d'avancer et à la tombée de la nuit, vous vous dites, on a fait un pas, hier on avait fait un demi-pas, peut-être que demain nous ferons un pas et demi, la semaine prochaine 3 pas. Donc c'est comme ça que ça se fait. En Afrique du Sud, encore une fois, c'est en 91 que Mandela a été libéré. Une des questions qui n'avait jamais été résolue, c'est la question de la terre. Oui. 97% des terres arables appartiennent à des Blancs encore. C'est seulement cette semaine, en début de cette semaine, que le président Ramaphosa a dit que son parti allait poser la question ouvertement, le mettre sur le tapis. J'étais en Afrique du Sud au début du mois de juillet, où cette question est revenue dans nos entretiens. Donc c'est vous dire que, vous voyez, ça fait 27 ans quand même. La bonne volonté de chacun des acteurs permet de gérer des problèmes. Pour dire oui, aujourd'hui ce n'est pas le moment d'aborder cette question, parce que ça peut mettre en péril les grands équilibres qui permettent de préserver la paix sociale, mais ce n'est pas pour autant qu'on a arrangé la question. Donc il y a à des périodes régulières une pique de rappel entre les partenaires, entre les protagonistes, entre les acteurs, pour dire, tiens, cette question, il ne faut pas l'oublier. Comment est-ce que maintenant la société est prête à accepter ceci ou est prête à accepter ceci ou cela. Donc comme je vous le disais, c'est continu. C'est ce qui s'inscrit dans la durée alors. Mais absolument. Vous pensez que détruire un pays, on en sort comme si on sortait d'un dîner de gala? Moi je dis aux gens, je prends l'exemple de mon propre pays, le Burundi. À partir du moment où la guerre civile a été déclenchée en 1995, ça a pris quand même 5 ans pour avoir un accord. Depuis 1993 spécialement, le Burundi n'a pas arrêté de dialoguer. Ça a des fois été positif, c'est difficile à des moments, mais le dialogue est permanent. Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que certains acteurs pourraient attendre, mais cet exercice continue. C'est à ce moment que vous remarquez que la paix, c'est une denrée extrêmement précieuse. Donc moi je dis à mes amis togolais, ne perdez pas cet acquis que vous avez chez vous. Ne jouez pas à vous faire peur. Préservez au maximum la paix sociale. C'est la base de tout. Je peux vous en parler parce que chez moi, au Burundi, nous en avons fait les frais. Nous avons un voisin du nord, le Rwanda, qui a vécu en génocide. Je pense que ce sont des choses qui doivent parler. On a une sous-région des Grands Lacs qui est en mouvement permanent. Donc ça ne peut pas ne pas me parler et à des moments m'interpeller pour que je partage ce message avec les autres. Oui, mais tout cela doit se faire en fonction, n'est-ce pas, des tests en vigueur dans l'espace communautaire, par exemple, où il y a un test protocole additionnel qui précise bien qu'il faut
à l'imitation des mandats présidentiels. Est-ce que le médiateur, ou en tout cas la CEDEAO, en a tenu compte en prenant ces résolutions? Je pense qu'il y a un point dans la déclaration qui dit que tout doit se faire dans le strict respect de la Constitution togolaise. Donc là, je vous renvoie à la Constitution de la République togolaise. Qu'est-ce qu'elle dit à ce niveau? C'est ça. Et en l'état actuel, est-ce que vous pensez que l'Assemblée, dans sa configuration actuelle, peut opérer ces réformes telles que recommandées par la... Pourquoi pas? L'Assemblée nationale togolaise... On a fixé une échéance... L'Assemblée nationale togolaise, ce sont des femmes et des hommes qui sont soucieux de l'avenir paisible, au moins de leurs enfants, disons, de leur progéniture, et qui sont préoccupés aussi à léguer quelque chose à la postérité. Ce sont des responsables, tout court. Donc je pense qu'il n'y a rien qui empêche qu'ils puissent s'entendre sur un texte aussi important que la loi fondamentale. Donc là... Il y a des tentatives qui ont malheureusement échoué. Une fois de plus, c'est ce que je vous disais. Donc si vous vous bloquez au premier échec ou au premier problème, jamais vous ne ferez rien. Donc c'est pour ça qu'il faut la quête de paix, la quête de stabilité, la quête de compromis, elle est permanente. Donc je pense qu'ils peuvent absolument arriver à un compromis, je le souhaite, dans les jours à venir. Et puis, quand ça se passe au sein du Parlement, c'est aussi un des signes de la vitalité démocratique. Il ne faut pas penser que c'est une démocratie achevée. Elle est en perpétuelle construction. Donc le plus important, c'est aussi de retrouver ce débat parlementaire qui soit la consécration de cette harmonie démocratique. Il faut la retrouver quelque part. Moi, je pense que si... C'est mieux que la voie référendaire? Ça dépend. Ça dépend du choix que l'on fait. Mais je pense que ceux qui sont au Parlement, ils y sont parce qu'ils ont été élus par le peuple. La démocratie, c'est aussi une question de représentation. Bien sûr. Donc, si vous acceptez qu'ils représentent le peuple qui les a élus, ils peuvent faire ce travail et raccourcir sans doute les délais et on va à des compromis assez rapidement. Donc, c'est une question de choix. Mais l'une n'empêche pas l'autre ou n'exclut pas l'autre. Ça veut dire l'une ou l'autre, c'est la représentation, c'est les légitimités et c'est aussi le fait qu'on arrive à faire vivre la démocratie dans la forme où elle est. Parce qu'une fois de plus, le Togo, ce n'est pas la France, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas le Nigeria, c'est le Togo. Hein? Comment est-ce que justement, à la lumière des échecs, des problèmes, des faiblesses, on peut se dire, chaque pas que l'on fait ensemble, c'est toujours un pas de gagner pour la perfection de cette démocratie. On a remarqué que la C14 n'était pas directement associée aux dernières discussions de ce sommet des chefs d'État. On a pensé qu'on les verrait peut-être dans la salle ou en tout cas un entretien direct avec. Je n'en sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des contacts. Mais je rappelle juste que c'est un sommet des chefs d'État de la CEDEAO. C'est comme on n'a pas parlé. Non, ils ne sont pas venus statuer sur une crise, mais quand même, entendons-nous bien. Ils sont venus donner des recommandations et donner des orientations. Si les Togolais ne veulent pas, personne ne va le faire. Exactement. Mais vous avez posé une question, voilà la réponse, voilà la manière dont l'on pense que les choses peuvent se faire. Et puis, moi, je pense que c'est comme si vous parlez, ils n'ont pas parlé que du Togo, ils ont parlé de la Guinée-Bissau. Donc, on aurait voulu que tous les Bissau-Guinéens soient là, ceux qui sont concernés par cette question. Je pense qu'il faut garder les choses dans leur juste proportion. Alors, comment le compte rendu a été fait? Est-ce que c'est cette voie de communiqué final ou bien il y a eu d'autres rencontres? Non, vous savez très bien que je pense d'abord, parce que moi j'ai vu des gens, des représentants de la coalition, je pense qu'ils ont rencontré le ou les facilitateurs. La deuxième chose, il était question, comme ça avait été annoncé, que les deux facilitateurs fassent leur rapport au sommet des chefs d'État. Et ensemble, ils vont trouver la manière de formuler des recommandations à l'endroit du Togo. Donc il ne faut pas chercher à faire des particularités sur le Togo. Vous avez vu comment ça s'est passé sur la Gambie, on n'a pas invité tous les partis politiques à s'asseoir dans la salle des sommets, mais il y a des manières de faire. Donc c'est aussi cela, mais l'essentiel encore une fois.
Quand vous observez la classe politique togolaise, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité, vous qui suivez ce processus depuis 2006, avez-vous espoir qu'ils vont arriver à s'entendre vu Donnez-moi une seule raison qui me conduirait à désespérer. Donnez-moi une seule raison. Il n'y en a pas une. Donc, il faut arrêter aussi l'autoflagellation. Oui, parce qu'il y a... Oui, bien sûr. Ils sont dans un processus normal de dialogue où chacun voudrait voir que ce qu'il a demandé, il en obtienne le maximum. Donc, ça veut dire qu'à un moment, l'équilibre peut-être n'est pas encore atteint, mais comme je vous le disais encore une fois, je pense que la question posée aux facilitateurs, ils y ont répondu en montrant les premiers éléments qui peuvent être mis en œuvre. Si maintenant on a la mise en œuvre de ces premiers éléments, certainement ça peut décrisper quelque part et améliorer même l'ambiance générale entre les partenaires. Mais vous savez, vous qui avez une puissance aussi importante que les médias, il faut aussi nous aider, nous autres citoyens, à voir les choses. Et ne montrez pas de manière permanente. C'est comme si la maison brûlait. Quand vous me posez la question de savoir si quasiment je ne désespérais pas de la classe politique. Non, je ne désespère pas parce que je pense que comme vous l'avez observé durant ces 2 derniers jours, les communiqués des uns des autres, ce que nous avons au moins en termes de communiqués, on ne remet pas en cause ce qui s'est passé, mais c'est de dire on aurait pu avoir plus. Effectivement, comme je vous le disais, chacun souhaiterait le maximum de ce qu'il a posé sur la table. Mais une fois de plus, je pense qu'il faut aider les acteurs à améliorer le niveau de confiance dans les échanges qu'ils font entre eux. Il y a des choses après qui peuvent se faire de manière automatique, mais il faut aussi rester vigilant pour que, tiens, on s'est convenu de ça, mettons-le en œuvre. C'est là où la vigilance doit être effectivement. Et c'est en ce sens qu'à défaut d'un gouvernement de transition, ce qui était aussi le souhait d'une opinion de partie des Togolais, on a mis en place un comité de suivi. Quel peut être donc le poids de ce comité de suivi? Comme aurait dit l'autre, c'est quoi le rapport entre le comité de suivi et le gouvernement de transition? Oui, alors ce comité de suivi, quelle force a-t-il, n'est-ce pas, pour peser sur le bon déroulement de cette feuille de route? Là, je vais faire le journaliste parce que là, vous allez me mener en confusion. Oui. Vous voulez mettre en parallèle le gouvernement de transition et le comité de suivi? Alors, il y a 2 choses à part, c'est 2 choses distinctes, n'est-ce pas? Oui. Alors, on aurait souhaité, puisqu'on a relayé dans le communiqué de la C14 par exemple, qu'ils soient restés sur le choix parce qu'ils souhaiteraient qu'il y ait un gouvernement de transition pour mener cette feuille de route proposée par la CEDEAO. Oui, ce n'est pas été le cas. Oui, c'est probablement comme pour certains qui sont proches du président de la République qui n'auraient jamais voulu qu'il y ait limitation de mandat, par exemple. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a eu nécessairement tout ce qu'il voulait dans cette histoire. Mais, donc, on ne met pas sur le même pied d'égalité gouvernement de transition et comité de suivi. Oui, c'est ça. Ne me mettez pas en confusion. Je pense qu'il est très clair de comprendre, en comité de suivi, c'est même dans son appellation, il va suivre quoi? Il est là pourquoi? C'est pour suivre, et puis c'est pas la première fois qu'on a des comités de suivi ici. Donc on complique des choses très faciles. Et c'est pour ça que face à des questions qui d'abord faciles, tout devient complexe, le comité de suivi est mis en place pour suivre la mise en œuvre des recommandations formulées. Maintenant, la manière de mettre en œuvre, c'est discuter au comité de suivi. Mais j'ai vu quelque part, on m'a montré d'ailleurs, je pense que c'était hier, on m'a montré une réflexion justement dans le sens de la question que vous me posiez, mettant en parallèle le gouvernement de transition en comité de suivi. Moi, je réponds tout simplement en gouvernement, en pouvoir exécutif. En comité de suivi, n'a pas de pouvoir exécutif. C'est une structure ad hoc qui est mise en place pour un objet bien précis. C'est notamment veiller à la mise en œuvre d'une recommandation ou de recommandations que des partis se sont convenus de réaliser. Donc je pense que... Mais la question, c'est le poids de ce comité de suivi pour peser sur le bon déroulement de ces recommandations. Vous voulez que ça soit quoi? Oui, parce que ce pour lequel l'une des parties ne respecte pas.
la feuille de route. Ça c'est différent. Ça c'est différent. C'est pour ça qu'on a demandé aux facilitateurs d'accompagner la mise en œuvre. Donc c'est très clair. Donc leur job continue, c'est ça? La mise en œuvre doit être accompagnée. Ça répond à votre question. Si l'une ou l'autre partie ne respecte pas la mise en œuvre, qui va dire vous ne faites pas votre job. Je pense que c'est très clair dans une des dispositions, dans un des points de la déclaration, qu'on demande aux facilitateurs d'accompagner la mise en œuvre. Il faut être maintenant très clair. Il ne faut pas créer de la confusion. Il faut être très très clair. Je pense qu'à des moments, on ne rouvre pas des discussions sur les points déjà acquis. Je pense qu'on met en œuvre les points qui ont été définis. On ne rouvre pas de discussion sur ça. Nous nous sommes convenus que nous allons bâtir une maison. Bon, à la limite, notre contrat c'est ça. Vous mettez 10, je mets 10. À la limite, si on ne s'entend pas, c'est là où il y a problème. Mais si on s'entend, on ne rouvre pas la discussion sur ce que l'on met. Donc normalement, c'est à cela que c'est en fait. À condition que cela m'agrée, parce que la sécrétaire de la coalition a fait des observations à propos des points qui ont été recommandés. Alors là, vous revenez sur un autre truc. Vous avez demandé aux facilitateurs, vous leur avez posé une question. Ils vous ont répondu en vous disant limitation de mandat, mode de scrutin, cour constitutionnelle, renforcement du cadre électoral. Bon, tout ce que vous avez acquis, écoutez, vous le mettez déjà en œuvre. Vous le mettez déjà en œuvre. C'est l'histoire dont je vous parlais. On a par exemple 10 points, on est d'accord sur 7 ou 8. Vous pouvez dire, je ne bouge pas si je n'ai pas tous les 10. Quelqu'un d'autre peut dire, ah non, j'ai déjà les 7, j'accepte, on les met en œuvre. Donc c'est une question d'approche. Mais si vous voulez aussi, à un moment, alléger les souffrances ou éviter d'envenimer une situation, vous pouvez dire, tiens, ok, on a déjà ça, on y va. Comme ça, on ferme, on a ses acquis et on avance. Parce qu'il y a un point extrêmement important à mettre en perspective, c'est d'éviter à tout prix de compromettre les équilibres majeurs qui fondent la paix sociale, la stabilité et au moins cet environnement qui permet à chacun de travailler de subvenir à ses besoins. C'est déjà difficile en temps normal. C'est de dire on ne complique pas davantage la situation. Donc ça, c'est cette inclinaison positive dont je parlais, à dire chaque compromis que nous avons, s'il est petit, c'est en acquis, on ferme ça et on avance. Bien, merci pour ces éclaircissements. Parlons justement de la crise sociopolitique que notre pays avec cette médiation de la CEDEAO qui a tenu un sommet à Lomé et a donc proposé de feuille de route aux protagonistes de la crise togolaise. M. Freddy Ngourou, qui est mon invité, il est du Centre pour le dialogue humanitaire, qui justement suit notre dossier et depuis 2006 que le processus de dialogue a commencé. Alors, à la lumière de de votre expertise, ce que vous avez suivi chez nous, je ne vous demanderai pas si vous avez espoir, m'avez dit, n'est-ce pas, que vous n'avez aucune raison de vous désespérer. Mais l'issue, l'avenir, le lendemain, il y a 2020 qui est là avec cette échéance. Certains pensent que par garantie politique, le chef de l'État, et pour mettre fin au débat, pour clore le débat, pourrait soit faire une annonce spectaculaire et dire comme l'a fait la dernière fois Ouattara, bon, le président, on cherche un autre dans le camp. Oui, j'ai remarqué que le président Ouattara a dit que lui, avec le président Bédié, allait transmettre. Voilà. Donc il faut que le président Ouattara et le président Bédié soient ensemble pour le faire. On ne sait pas si un des deux n'est pas là, si ça se fera. Donc c'est pour vous dire, n'allez pas chercher des comparaisons qui ne vaillent pas la peine. La deuxième chose, je parlerai de courtoisie politique, mais en même temps, ne vous préoccupez pas nécessairement du bien-être de l'autre. Préoccupez-vous du vôtre. Ça veut dire vous pouvez créer les conditions en mettant en œuvre ce que vous avez déjà convenu pour que ce que vous cherchez se réalise automatiquement. Mais à partir du moment où vous ne promettez que le cimetière ou la prison à quelqu'un, c'est aussi, en termes de négociation, c'est ça. Donc c'est de voir ce qui peut mettre l'autre dans les meilleures dispositions possibles. Mettre plus en confiance? En tout cas, la manière dont le débat se pose,
à 2 ans de l'échéance, je pense que pour les acteurs politiques, le plus important serait de s'occuper des élections législatives, si on doit prioriser, pour avoir cette majorité au Parlement qui peut permettre d'améliorer un certain nombre de choses. Je pense que la question du président Faure Gnassingbé, à mon sens, c'est à lui de répondre, mais je remarque tout simplement que, comme on dit, la constitution actuelle telle qu'elle est ne l'empêche pas de le faire, de briguer ce mandat, si on respecte cette constitution. Deuxièmement, ne donnez jamais l'impression de pencher pour des solutions qui aient une connotation même indirecte d'exclusion. Ça ne mène nulle part. Ça peut par contre être entièrement contre-productif. Parce que vous savez, quand vous êtes en chef d'État, regardez partout, ce n'est pas seulement au Togo. En chef d'État, il ne s'appartient plus. C'est tout un appareil autour de vous. C'est aussi ça qu'il faut avoir. C'est allusion au groupe de pression, au lobbying. C'est tout un groupe, c'est tout un système autour de vous. C'est pour ça que certains même utilisent le régime de Bujumbura, le régime d'ailleurs, etc. Donc il faut le comprendre. Et ça veut dire qu'il ne peut rien décider de lui-même, prendre aucune initiative. Non, ça c'est différent. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, Exactement. Ce que l'on cherche dans la construction d'un compromis, c'est ce que j'ai dit auparavant, il ne faut pas personnaliser en débat, en négociation. L'accord que vous recherchez, l'accord que les partis cherchent, ce n'est pas un accord sur des individus, c'est un accord qui engage tout un pays, tout un peuple. Les meilleures lois, ce sont des lois impersonnelles. Les lois impersonnelles permettent justement à s'appliquer à tout le monde. Donc c'est pour ça que je disais, en fait, c'est ça, il ne faut pas prendre le risque de donner même une impression indirecte, surtout dans un contexte où vous dites, vous relevez à juste titre, que la confiance n'est pas entière. Donc ne donnez à aucun moment l'impression à l'une des parties qu'on s'en prend individuellement, qu'on stigmatise une personne ou une autre. Il faut le placer dans le cadre général de cette amélioration qui permet justement à ce que la société soit bénéficiaire de ce que l'on est en train de faire. Donc c'est pour ça que ce débat, je sais qu'il est récurrent au Togo. Je pense que, comme je vous le disais, mon inclinaison est à rester positif. Je dirais tout simplement, on a convenu de quelque chose, qu'on le mette en place. Et à des moments, lorsque la décrispation est là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se mettent en branle de manière presque naturelle et de manière presque confortable pour tout le monde. Bien, merci. Cet échange tire à sa fin. Comment vous voyez donc l'avenir du Togo et comment vous voyez ce pays dans les jours Écoutez, comme je vous le disais, je l'observe depuis 2006. Beaucoup de choses se sont faites au Togo. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Et je pense d'ailleurs que certains de ces besoins-là sont aujourd'hui exprimés parce que cette génération qui émerge a de nouveaux besoins. Et je pense qu'il faut être sensible à cela. Et en étant sensible à cela, c'est aussi ne pas oublier ce qui fonde demain. C'est qu'aujourd'hui, je puisse être en mesure de franchir le pont qui me mène à l'avenir. Donc je souhaite seulement que pour le Togo, la conscience de l'essentiel prévale à tous les niveaux de ce que nous appelons aujourd'hui processus de dialogue ou autre. La conscience mais naturellement, parce que en tango, ça se danse à deux. En partenariat, il n'est pas univoque. C'est dans les deux sens que le partenariat se construit. Donc je pense aussi qu'il est important que tous ceux qui sont autour des grands leaders, des grands acteurs, il faut les accompagner dans cette dynamique positive de partenariat. Ils sont des adversaires, mais je continue à croire que ce ne sont pas des ennemis. Et quand je parle des grands équilibres, c'est au moins cette paix, elle peut être relative, dans une sous-région soumise à des périls sécuritaires. Moi, j'en appelle à ce que chacun puisse aussi mesurer ce qui peut être perdu demain, s'il y avait un dérapage dans un sens ou dans un autre. Mais je vous assure que ce que le Togo vit aujourd'hui n'est pas une situation insurmontable. Il est absolument possible
justement, comme je vous le disais, de poser les petits pas qui permettent à l'autre en face de dire, tiens, c'est mon partenaire, nous pouvons cheminer en toute confiance. Ça ne se fera pas en un jour, en une nuit, mais c'est absolument du domaine du possible. Bien, merci à M. Freddy Nkouroukié pour cet entretien en studio. Mes téléspectateurs, c'était une réflexion sur la mise en œuvre de la feuille de route proposée par la CEDEAO. Vivement que cela se passe bien afin qu'il fasse mieux vivre sur la tête de nos aïeux. On vous retrouve samedi prochain pour deux réflexions. On vous voit très bientôt. Merci.